Alors du coup, moi, je vais essayer d'aborder pas sous forme de catalogue parce que ce serait très long, donc tout ce qu'on peut vous apporter en aide médicale à la procréation. Et j'avais un peu axé en fait cette présentation pour vous parler surtout de la préservation, parce que finalement, quand il y a un désir de grossesse, que la grossesse n'arrive pas et que le couple vient nous voir, bah, on est déjà dans une problématique d'infertilité, donc de bilan de couple. Et donc finalement, bah, ça y est, l'état des lieux est posé, et après on va aller axer finalement, en tenant compte de l'endométriose, nos différentes techniques, mais on est déjà dans le désir de grossesse qui n'arrive pas. Ce qui est intéressant là, en fait, sur la préservation ovocytaire, et c'est un peu de ça dont je voulais vous parler, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, bah, l'endométriose, on la diagnostique, je pense, un peu mieux, même si ça met encore du temps, et je pense qu'on s'adresse à des patientes jeunes qui souvent ne sont pas en couple et qui n'ont pas forcément de projet parental, sauf qu'à partir du moment où on prononce l'endométriose, la première question, c'est est-ce que c'est grave et est-ce que c'est comme un cancer? Et puis la question d'après, c'est mais du coup, je vais faire comment moi pour avoir des enfants? Parce que pour l'instant, j'en ai pas envie. Et non seulement, je suis obligée de me poser la question alors que c'était pas mon projet. Et puis du coup, je sais même pas si je vais y arriver plus tard. Donc en fait, la préservation de la fertilité, elle existe depuis finalement assez longtemps dans le cadre de la préservation médicale, et elle est récente depuis septembre 2021 en France sur la préservation non médicale. Donc finalement, ça veut presque dire qu'aujourd'hui, toute femme qui veut préserver sa fertilité peut y aller et peut avoir accès à ça. Il y a une différence dont je voulais juste vous parler un tout petit peu, c'est pas la fertilité qu'on préserve en fait, ce sont vos ovocytes. Et ces ovocytes, on les préserve en nombre, on va voir combien on en obtient, et aussi en qualité. Et plus on est âgé, et moins ça fonctionne. Attention, il n'y a pas un rideau de fer qui tombe à 35 ans, où finalement, après 35 ans, c'est terminé, tout est fermé. C'est juste en fait avoir conscience, comprendre que la fertilité, elle diminue avec le temps, et qu'on est toute faite de génétique, d'épigénétique, on en a parlé tout à l'heure, et qu'on ne va pas toutes pouvoir faire des enfants aussi longtemps qu'on le voudrait. Et la préservation, en fait, elle va mettre de côté un petit stock, petite cagnotte d'ovocytes, en fait, qui va vous appartenir et que vous pourrez utiliser plus tard. La fertilité, c'est le taux de naissance. Et donc, quand on parle de fertilité, on parle aussi de spermatozoïdes. Donc, on ne peut pas dire à une femme, moi j'arrive, je vous préserve, c'est réglé, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez faire ça plus tard. On peut juste vous dire, on va faire du mieux qu'on peut pour vous faire la cagnotte la plus intéressante possible au cas où vous ayez besoin de cette cagnotte. Alors, l'évolution récente, c'est un peu celle-là. J'ai pris l'assurance maladie parce qu'en fait, il y a plein de sites, il y a plein de choses, mais du coup, l'assurance maladie, c'est un peu le truc, voilà, c'est tout bien. Donc, c'est autorisé. Il y a la préservation médicale. Donc, j'ai mis préserver la fertilité entre parenthèses, mais c'est vraiment l'endométriose qui est la préservation médicale aujourd'hui, qui est peut-être celle qu'on a le plus en tête. Il y a les insuffisances ovariennes prématurées, hein, il y a les histoires de ménopause précoce, il y a les histoires de patientes qui disent mais moi j'ai une tante, une grand-mère, puis on n'est pas beaucoup dans la famille, mais alors pourquoi? Donc nous, quand on a des patientes jeunes à qui on diagnostique de l'endométriose ou des patientes jeunes qu'on voit en gynécologie, on leur pose la question, est-ce que dans la famille il y a des choses qui peuvent nous y faire penser? Il y a aujourd'hui une nouvelle notion qui s'appelle le fertility check-up, des jeunes femmes qui viennent voir un peu comment ça marche, est-ce que mes ovocytes ont mon âge, et est-ce que finalement dans mes antécédents il n'y a rien qui peut m'y faire penser. Il y a la pathologie cancéreuse évidemment, mais là on est dans l'urgence. Et après il y a les pathologies un peu auto-immunes et vasculaires, on fait partie du lupus. Et la préservation non médicale, finalement, elle arrive aujourd'hui un peu en parallèle. Elle est possible en France depuis septembre 2021. Après, c'est pas parce qu'on veut qu'on doit le faire ou qu'il faut le faire. Il y a quand même des critères d'évaluation, de prise en charge. Il faut quand même évaluer, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, des risques qu'on va prendre quand on fait aussi de la préservation. Dans la préservation médicale, donc c'est des ovocytes qu'on va préserver. On peut aussi préserver des spermatozoïdes pour d'autres pathologies, mais là on parle que de la partie féminine. On peut préserver du tissu germinal aussi, c'est beaucoup moins fréquent. En fait, on congèle des bouts d'ovaires qu'on va après remettre en circuit pour essayer de le faire retravailler. Et c'est préserver, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la fertilité, en préservant la fertilité. Par contre, essayer de restaurer la fertilité chez une femme, oui. Et après, on va pouvoir utiliser tout ça en aide médicale à la procréation. On n'est pas la PMA, en fait, on n'est pas la procréation médicalement assistée, on est l'aide médicale à la procréation. Il y a une petite différence, mais c'est parce qu'en fait, dans toutes les techniques qu'on va utiliser, et pas tout âge confondu, mais on va prendre une moyenne, on est à 25% de chance de grossesse par cycle de traitement, que ce soit de l'insémination ou de la fécondation in vitro. 25%, ça fait pas beaucoup, c'est un chiffre qui, on peut se dire, mais en fait, c'est pas bien. Sauf qu'en fait, naturellement, une patiente qui ovule, qui a des rapports spontanés, elle a 25% de chance par cycle d'avoir une grossesse qui évolue. Donc ce 25%, en fait, c'est ce qu'on essaye de récupérer, nous, quand on utilise nos techniques.
La préservation non médicale, c'était pour vous donner quelques chiffres, mais c'est entre 29 et 37 ans. Il y a évidemment un consentement indispensable, comme dans toute préservation. On peut utiliser ces gamètes jusqu'à 43 ans s'il faut ponctionner un ovaire, jusqu'à 45 ans maintenant, quand il y a des embryons qui ont été congelés, qui ont été fabriqués, jusqu'à 45 ans, on peut les replacer. On a une limite de prise en charge pour la sécurité sociale qui est de 43 ans. Et chez les hommes, il y a un âge de prise en charge limite de 60 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'aide médicale à la procréation chez un couple si madame a 30 ans et monsieur 61 ans. Depuis septembre 2021, ça a été la nouvelle donnée. Comme la ponction de l'ovaire, qu'on avait le droit un peu avant de... Vous pouvez déborder un petit peu jusqu'à 44-45 ans. On ne peut plus légalement ponctionner une femme pour une fécondation in vitro à partir de 43 ans. On n'en fait pas beaucoup, des patientes entre 43 et 45, mais ça a été un âge un petit peu charnière qui a été posé il n'y a pas longtemps. Alors, l'endométriose et l'aide médicale à la procréation, c'est pour moi indissociable, parce que dans aide médicale à la procréation, je mets la FIV, l'insémination et la préservation. Et donc, je crois qu'il ne faut plus dire à une femme que si elle a de l'endométriose, elle n'aura pas d'enfant. Par contre, il faut lui dire que si elle a de l'endométriose, il y a une spécialité qui s'appelle l'aide médicale à la procréation, à laquelle elle pourra avoir recours quand elle pensera que c'est le moment d'y avoir recours. C'est pour ça que quand moi, de mon côté, je diagnostique de l'endométriose, bien évidemment, je vais aller très vite vers la chirurgie parce que j'ai besoin de cet avis chirurgical, pas forcément pour dire je vais vous opérer. Tout à l'heure, il y a eu la question de est-ce que je suis obligée d'être opérée quand j'ai de l'endométriose? Non, non, pas forcément. Simplement, j'ai quand même besoin d'un œil et d'un regard chirurgical quand moi je fais ce diagnostic-là, avant même de proposer un traitement médical, pourquoi pas. Quand une patiente a de l'endométriose et qu'elle a pas de projet de grossesse, bah, il faut lui parler de préservation et faire un bilan qui va aller vers comment je fais pour qu'il y ait le minimum de risque dans votre préservation. Est-ce qu'il y a une urgence? Bah, ça va dépendre de l'âge. J'ai parlé de 35 ans tout à l'heure. C'est sûr que plus je vais préserver tôt et plus la cagnotte d'ovocytes que je vais vous permettre d'avoir, elle va être de meilleure qualité. Plus je préserve tard, plus il me faut de cagnottes, plus il me faut d'ovocytes. Et comme ces ovocytes qui sont de moins bonne, en faible nombre et de moins bonne qualité, ben, je vais être obligée de multiplier les cycles de traitement et donc je vais multiplier aussi les risques. Évaluer aussi le désir de grossesse du couple. On ne s'adresse pas pareil à une patiente qui dit ben, moi je ne suis pas en couple et je ne veux pas d'enfant, je suis en couple, on n'a pas vraiment encore essayé, mais finalement on se demande si, et est-ce qu'il faut que je me dépêche? Ben, c'est là qu'on va discuter de ben, est-ce qu'on arrête la pilule si elle est déjà en cours, est-ce qu'on va vers des techniques d'AMP maintenant, est-ce qu'on attend un peu et combien de temps on se donne. La prise en charge, elle est donc pluridisciplinaire. Le chirurgien, le médecin de la douleur, le radiologue et nous, on est tous finalement autour d'une même patiente pour essayer d'optimiser au maximum son désir. Et son désir, ce n'est pas forcément la grossesse, c'est d'abord restaurer une qualité de vie et pourquoi pas en parallèle aussi avoir un projet de grossesse. Nous, on évalue assez vite les antécédents. Est-ce qu'il y a déjà eu des grossesses? Est-ce qu'il y a déjà eu des fausses couches? Est-ce qu'il y a déjà eu des grossesses à l'extérieur sur les trompes? Parce que sans ça, en fait, on n'avance pas et on ne répond pas à vos questions. Et la douleur, c'est le traitement médical dans un premier temps, mais parfois c'est aussi la chirurgie en première intention. Moi, j'ai parfois des patientes qui arrivent, qui viennent d'être opérées, à qui on a dit, ben voilà, il y a de l'endométriose, le spermogramme a été fait, la réserve ovarienne a été évaluée, on leur donne entre 3 et 6 mois, parce qu'on sait que dans certains cas, il y a des pathologies d'endométriose qui vont récidiver très très vite, et donc au-delà de 6 mois, s'il n'y a pas de grossesse, on va dire, maintenant il faut aller voir le médecin de la reproduction. Pour information, on parle d'infertilité lorsqu'on est à plus de 1 an de désir de grossesse qui n'arrive pas. Ce n'est pas 3 mois, ce n'est pas 6 mois. On peut aller jusqu'à 2 années lorsque ce sont des patientes jeunes. Nous, on fait des bilans beaucoup plus tôt parce que c'est toujours difficile d'attendre en se demandant si peut-être il n'y a pas une trompe bouchée, un spermatozoïde qui est ralenti ou un ovaire qui est fatigué ou une pathologie endométriose. Mais en théorie, on ne serait pas censé aller trop vite vers les bilans parce que finalement, ne pas avoir de grossesse sur 12 ovulations, ce n'est pas forcément considéré comme de la pathologie. Je parle bien sûr hors endométriose, puisque s'il y a de l'endométriose, on a de la pathologie. Alors la prise en charge, j'avais un peu comparé ça à un footing pour lequel on s'échauffe, le footing qu'on va faire et le footing avec lequel on récupère. Cette prise en charge, c'est des étapes surtout pour moi de la préservation. Et je n'avais pas parlé là, insémination et FIV. Bien sûr qu'on se prépare, on a des RCP, on a des staffs hebdomadaires dans chaque centre d'aide médicale à la procréation. Toutes les semaines, on se réunit pour présenter nos dossiers, pour dire voilà, il y a cet âge-là, cette réserve-là, ces antécédents-là, est-ce qu'on préserve, comment on s'y prend. Toujours s'adapter à la pathologie, est-ce que le chirurgien arrive avant, après. Et puis, on parle aussi un peu du poids, même si c'est bien évidemment ni culpabilisant, ni sanctionnant. Jamais, il ne faut jamais dire à une patiente, tant que vous n'aurez pas tel poids, je ne vous prendrai pas en charge. Bien sûr que non, bien sûr qu'on va s'adapter, qu'on va faire au mieux, qu'on va adapter tout ce qui est règles hygiéno-diététiques. On a parlé tout à l'heure de l'alimentation, de toutes les thérapeutiques qu'on peut mettre en place, parce que quand on stimule et qu'on ponctionne, on génère aussi de la douleur.
Et cette douleur-là, plus tôt on la prend en charge et mieux la patiente va supporter le moment un peu là où vraiment on court vraiment, c'est-à-dire la stimulation et la ponction. Le protocole, il est adapté à la réserve ovarienne. Comment on évalue une réserve d'ovaire? On a parlé tout à l'heure de l'échographie pour rechercher les lésions d'endométriose, adénomiose. Nous, sur l'échographie, on va regarder combien il y a de petits follicules sur chaque ovaire pour savoir quelle dose je dois donner. Plus j'en ai, moins je donne de doses, moins j'ai de follicules de réserve et plus je vais être obligée de donner des doses. Le début du traitement et le cycle, il va être variable, j'y viens un tout petit peu tout à l'heure, mais en gros, il faut compter 1 mois de disponibilité parce qu'entre le moment où on commence le traitement, on déclenche, on ponctionne et on récupère, il faut compter un cycle. Et la récupération, c'est justement anticiper avant d'aller à la stimulation et à la ponction, combien de temps il va falloir récupérer, quel traitement on va redonner pour rebloquer les cycles si on est dans le cadre d'un traitement médical, combien on pense obtenir d'ovocytes, parfois il y a une différence, et du coup anticiper combien de fois il va falloir faire ce traitement, parce qu'on peut aller, nous, jusqu'à 2, 3, parfois 4 fois. Bien sûr, il y a 2, 3 mois entre chaque traitement, et c'est pas parce qu'on décide de faire de la préservation qu'on signe en bas de la page qu'on s'engage à faire 4 traitements. On en fait un, on voit comment ça se passe, on essaye d'évaluer avant qu'est-ce qu'on va récupérer, et puis après, si ça s'est bien passé, et si la patiente est en forme et a encore le souhait, on peut en refaire un deuxième. Donc, il faut bien sûr définir l'indication. Là, sur cette présentation-là, j'avais surtout parlé d'endométriose. Évaluer la faisabilité, parce qu'il y a des patientes chez qui on ne peut pas préserver des ovocytes, parce qu'on ne peut pas les stimuler, parce qu'il y a trop de kyste, parce qu'il y a trop d'endométriose, parce que si je vais mettre une aiguille à l'intérieur de l'ovaire pour récupérer ce que j'aurais préparé, il ne faut pas non plus que j'aille dans l'endométriome, parce que j'augmente les risques d'infection. Et donc là, je suis plus dans le risque que dans le bénéfice. Savoir si la patiente a déjà été opérée ou pas. Quand on va faire une fécondation in vitro, récupérer des ovocytes, eh bien, on s'adresse parfois à des ovaires qui ont été déjà opérés, qui sont haut situés, qui sont difficiles d'accès. Donc ça, il faut l'anticiper avant, il ne faut pas s'en rendre compte au moment de la stimulation. Il faut faire attention à l'âge, évidemment. Évidemment que c'est difficile parce que vous arrivez avec la plupart des douleurs, de l'endométriose, avec un désir de grossesse qui n'arrive pas, et nous, on en remet encore une couche en disant « ouais, mais il y a l'âge aussi, il faut y penser, parce que finalement, il va falloir en plus se dépêcher. » Donc c'est sûr que, je vous parlais tout à l'heure de ce rideau de fer qui tombe à 35 ans. Moi, j'ai plein de patientes qui arrivent en me disant, de toute façon, c'est foutu, j'ai 36 ans, donc là, on ne peut plus rien faire. Mais si, bien sûr qu'on peut encore faire. C'est juste qu'il y a peut-être plus de doses à donner, c'est juste qu'il y aura peut-être plus de traitements, c'est juste que ce sera peut-être moins facile qu'à 25 ans, mais c'est pas sûr. Il y a des patientes qui, sur leur génétique et sur leur stock ovarien, ont encore à 37 ans une réserve ovarienne qu'on peut utiliser sans trop de dégâts. Et le résultat attendu, il faut en parler tout de suite, il ne faut pas attendre d'avoir ponctionné la dame pour dire, au fait, je voulais vous parler du résultat. On sait à peu près avec l'échographie. Il y a des dosages hormonaux. Alors, dans l'endométriose, ce n'est pas le cas pour toutes les pathologies, mais dans l'endométriose, l'échographie pour la réserve ovarienne, c'est bien, mais c'est moins bien que l'hormone antimullérienne. C'est une hormone qu'on a dans le sang et qu'on dose. Parce qu'en fait, c'est difficile l'échographie dans l'endométriose parce qu'il y a des lésions sur les ovaires, il y a des endométriomes, donc on a du mal en fait à compter exactement nos follicules. L'AMH, en fait, c'est précisément ça qui est sécrété par les petits follicules. Nous, ça nous aide un peu plus, l'AMH, que finalement l'échographie. Et on sait à peu près combien on va obtenir d'ovocytes, en sachant que le nombre, encore une fois, ce n'est pas la qualité, et plus on vieillit, et moins on a de qualité, donc plus il va nous falloir de nombre. Les premières, donc il y a le chirurgien, tout à l'heure, on a dit, mais est-ce que je dois être opérée quand je vais faire la fécondation in vitro? Est-ce que je dois être opérée quand j'ai... Non, tu veux dire oui? Bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, en fait, finalement, il arrive tout le temps. J'ai pas mis non, en fait, j'ai pas mis non. J'ai mis deux options, soit avant, soit après. Avant, parce que quand j'ai un énorme endométriome, même si vous avez très, très, très envie d'être stimulé pour être préservé, je vais pas y aller. Même si je mets plein d'antibiotiques, même si vous allez être tout bien ponctionné par un opérateur très entraîné, si l'endométriome est trop volumineux, il faut d'abord le traiter avant d'aller stimuler et préserver. Le traiter, ça ne veut pas dire faire la grande chirurgie où on va tout traiter, toutes les lésions. Ça veut juste dire faire en sorte que le terrain soit plus nettoyé, plus facile, moins à risque, pour que moi, je puisse aller récupérer vos ovocytes et puis après, vous repasserez à la chirurgie. Il y a l'atteinte digestive qui rentre un peu en ligne de compte dans cette évaluation. Préserver et après faire la chirurgie, oui. S'il n'y a pas de grosses lésions d'endométriose, on va d'abord préserver et après, vous aurez votre chirurgie. Il y a un cas particulier et ça ne concerne pas que l'endométriose, d'ailleurs, ça concerne aussi les fibromes, ça concerne aussi les autres pathologies gynécologiques. C'est lorsque la patiente elle arrive à un âge un peu limite, où je sais qu'après, je ne pourrais peut-être pas la ponctionner ou que je vais avoir un délai de cicatrisation qui va être parfois de 1 année, c'est le cas notamment parfois des fibromes, je vais aller préserver ces ovocytes, garder ces ovocytes. Si elle est en couple et qu'elle est en cours de projet de grossesse, je peux même garder des embryons congelés. La patiente se fait opérer et ensuite, quand tout
tout va bien, quand tout est remis à peu près en place, je réimplante les embryons. C'est pas quelque chose qu'on fait très fréquemment, mais c'est quelque chose qui existe et qui peut permettre finalement de tout faire en parallèle. Donc le cycle de préservation, on choisit le traitement avec l'évaluation de la réserve ovarienne. On met des antibiotiques quasiment tout le temps dans l'endométriose. On a des protocoles qui sont adaptés. Le but, c'est quoi? C'est que vous ayez le moins mal possible, que ce soit le plus rapide possible et qu'on ait le meilleur rendement. C'est le même protocole pour la fécondation in vitro et pour la préservation. La différence, c'est que quand on fait une fécondation in vitro, on va féconder ces ovocytes et on va parler d'embryons. Quand on fait une préservation d'ovocytes, on les garde de côté et on s'astreint juste à ça. On peut faire les traitements à la maison. Tout à l'heure, je vous ai mis un peu les questions les plus fréquentes. Le traitement se fait à la maison, c'est des auto-injections. On peut avoir accès à une infirmière, mais c'est quelque chose qu'on peut faire assez facilement. C'est un traitement qui va durer, je vous ai dit tout à l'heure, un mois, mais on ne se pique pas pendant un mois, hein. On se pique pendant 8 à 14 jours. Aujourd'hui, on peut même, pour les patients qui ont l'endométriose et chez qui on fait que de la préservation de la fertilité, vous laisser sous progestérone. Donc, vous n'avez pas mal. Et en même temps, on vous stimule et après, on récupère les ovocytes. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'arrêter le traitement. Que là, on arrêtait le traitement, notamment le Genogest dont on a parlé tout à l'heure. Donc, les patientes, elles ont très peur d'avoir mal en disant, mais moi, mais j'arrêterai pas, de toute façon, si, un petit peu. Donc, en fait, maintenant, on peut presque garder, on ne le fait pas encore avec le Genogest, mais on le fait avec la progestérone simple. On fait plutôt ça avec du Dufaston. Mais on peut vous laisser votre traitement. Le monitorage, c'est la phase, c'est pas la plus douloureuse, mais c'est la plus pénible pour les patientes parce qu'il faut être disponible, parce que je peux pas vous dire quand je commence un traitement, combien de fois vous allez venir, à quel moment vous allez venir, est-ce que ça va être le lundi après la réunion, est-ce que ça va être le mardi après, voilà, ou est-ce que finalement je peux partir une semaine en vacances, puis du coup quand je reviens, vous me faites mon écho. Eh bien ça, je peux pas. Donc c'est pour ça que quand vous commencez une préservation ou même une fécondation in vitro, il faut que je vous ai disponible à peu près sur place pendant une quinzaine de jours. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des échos et des prises de sang tous les jours, mais sur une quinzaine de jours, on peut faire 3 ou 4 échos, et là, on a besoin que vous soyez là. Vous ne répondez pas pareil d'un cycle à l'autre. Par exemple, une patiente chez qui je fais un premier cycle de préservation en janvier, et puis j'en refais un en avril parce qu'on n'a pas eu le résultat attendu, ça ne va pas être exactement un copier-coller entre janvier et avril. Donc, il y a une grande variabilité entre les patientes et la patiente elle-même d'un cycle à l'autre. La ponction, elle se fait au bloc opératoire. Il y a l'anesthésie locale, l'anesthésie générale. Nous, dans le centre, on n'est qu'en anesthésie générale parce que on a l'impression que c'est plus rapide, que la patiente bouge moins et donc il y a moins de risques de complications. On me pose parfois la question, est-ce que c'est possible d'avoir une locale? C'est possible, il faut juste s'y préparer. Et il y a des centres qui font aussi des ponctions sous hypnose. Dans l'endométriose, je pense qu'il faut faire attention quand même, c'est souvent des ovaires qui sont un peu pas aux localisations attendues. C'est de l'ambulatoire, donc vous rentrez le matin et vous sortez à 13h. La ponction, elle passe donc par voie endovaginale, on n'est pas dans la célioscopie, hein, elle est éco-guidée, donc on a une sonde d'écho sur laquelle on a un guide, sur laquelle on met l'aiguille, et donc l'aiguille va aller directement récupérer ce liquide, et dans ce liquide, il y aura les ovocytes. Et c'est le jour de la ponction qu'on pourra vous dire combien il y en a et est-ce qu'ils sont matures, pas matures. Donc c'est 8 à 14 jours de traitement, c'est 3-4 rendez-vous de suivi. Il faut être disponible. Quand on est en couple et qu'on fait une FIV, on est accompagné. Quand on fait une préservation, je pense qu'il faut aussi être accompagné parce que c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et parce qu'émotionnellement, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous parlais tout à l'heure de la jeune femme qui a 25 ans et qui n'a pas de désir de grossesse. On se retrouve à lui dire qu'elle a de l'endométriose et qu'en plus, on va la préserver. Ça remue quand même beaucoup de choses. 8 à 12 ovocytes matures, c'est les premières publications qui sont sorties. C'est les Espagnols qui ont fait beaucoup, beaucoup de préservation au départ, y compris des préservations de convenance. Donc, on n'était pas dans la préservation pour pathologie. Et on disait qu'il fallait 8 à 12 ovocytes matures pour permettre à une patiente d'avoir une naissance. On ne parle pas de grossesse, parce qu'une grossesse, ça peut aussi faire une fausse couche. On parle de naissance, donc c'est 8 à 12. C'est très facile d'avoir 8 à 12 à 25 ans. C'est un peu moins facile après 35 ans. Les cycles, c'est 1 à 3. On a rarement fait plus de 3. On les espace de 2-3 mois, c'est le minimum. Maintenant, si la patiente est jeune et qu'elle a une bonne réserve ovarienne et qu'elle a une activité professionnelle qui ne lui permet pas de s'arrêter 3 semaines trop souvent, on peut même espacer les cycles. Après, ça va dépendre de l'âge et ça va dépendre aussi du bénéfice et du risque et de la pathologie endométriosique. Si la maladie galope et que finalement on n'a pas beaucoup de temps, on va avoir tendance à rapprocher un peu nos cycles pour qu'après la patiente ait sa chirurgie, pour qu'elle puisse bénéficier d'un traitement qui lui améliorera sa qualité de vie. Les complications, il faut en parler quand même parce que c'est pas juste j'ai de l'endométriose, je vais mettre mes ovocytes de côté donc je vais y aller. C'est cette balance-là nous on évalue en RCP, en STAF. Il y a l'hyperstimulation ovarienne, c'est très rare dans les protocoles de préservation parce qu'on a des traitements qui nous permettent de l'éviter, mais l'hyperstimulation en gros c'est un emballement en fait de la réserve des ovaires et il y a de l'eau qui va se mettre un petit peu de partout. Alors il y a des risques de phlébite, de thrombose. Heureusement, on vous surveille et on vous donne des anticoagulants si besoin, mais ça fait partie des risques. L'absence de réponse, je l'ai mis dans les complications parce que parfois tout va bien, tous les feux sont au vert, on a une bonne AMH, on est content sur l'écho, on y va, on démarre.
et on ne sait pas pourquoi. L'ovaire ne répond pas. L'ovaire n'a pas envie de donner la croissance folliculaire. On va recommencer. Généralement, on n'abdique pas assez vite. Il y a la douleur aussi. La douleur, elle est prise en charge en amont. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de cette phase de préparation. Il faut pas traiter la douleur au moment où elle est là. Il faut l'anticiper avant la stimulation. Toujours les complications liées à l'anesthésie. Et puis, il y a les complications liées à la ponction. C'est pour ça que la chirurgie, on en a besoin, nous, parce que si on a trop d'endométriome, il y a de lésions d'endométriose sur les ovaires, on ne va pas à la ponction parce qu'il y a trop de risques d'infection. La complication tardive et rare, elle existe, c'est l'ovaire qui est très gros et qui va se tordre sur lui-même. C'est rare, mais il faut le détendre assez vite. Et c'est encore les chirurgiens. Les questions fréquentes, c'est lesquelles? Combien de temps ça dure? Ça va être adapté au traitement, mais forcément, on va vous proposer des arrêts de travail avec une prise en charge par la sécurité sociale, parce qu'il y a des attestations aujourd'hui et parce que vous avez le droit d'avoir des attestations liées à l'ANP pour votre employeur, pour que vous ayez une prise en charge de vos jours pour lesquels vous êtes absenté pour se faire ce type de traitement. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux faire du sport? Je peux tout faire. Il faut juste que j'écoute un peu plus mes douleurs et que j'écoute un peu plus mes ovaires, mais je peux tout faire pendant un traitement d'aide médicale à la procréation. Je peux à peu près tout faire. Est-ce que la douleur, elle va être importante pendant la stimulation? Un peu moins maintenant avec les nouveaux protocoles. Est-ce que je vais reprendre mon traitement contraceptif quand j'en ai un? Oui, bien sûr, après la préservation. Est-ce que je dois attendre beaucoup entre deux cycles? Ça va dépendre de comment vous aurez toléré ça. Et puis d'abord, est-ce que c'est sûr qu'il y aura un deuxième cycle? Ça va dépendre de ce qu'on va avoir. L'anesthésie générale n'est plus obligatoire, mais elle se discute avec l'équipe qui va vous prendre en charge. Est-ce que je peux faire mes injections toute seule? Est-ce que je peux partir en vacances? Est-ce que si je travaille jusqu'à 22 heures, c'est grave? Est-ce que si je travaille de nuit, c'est grave? Non, on peut faire ces auto-injections, c'est du sous-cutané. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont nombreux. La plupart sont nomades, c'est des stylos à usage unique qu'on va transporter. On en prend 2 si on part un week-end. Par contre, il faut que vous soyez là pour les échos et les prises de sang, donc vous ne pouvez pas forcément partir une semaine. Est-ce qu'il y a une prise en charge par la Sécu? Oui. Quand on démarre un projet d'aide médicale à la procréation, quand c'est de la fécondation in vitro et qu'on est déjà en couple, la question ne se pose pas. Qu'est-ce qu'on va faire de mes embryons congelés? Je les remettrai plus tard. Par contre, quand on fait une préservation et qu'on n'est pas en couple, il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ces ovocytes. Ces ovocytes, vous allez pouvoir soit jamais les utiliser, parce qu'on a parlé tout à l'heure de grossesse et d'endométriose, c'est encore possible. Et moi, il m'arrive de préserver des patientes que j'ai maintenant en suivi parce qu'elles ont une grossesse spontanée, parce qu'elles n'étaient pas en couple au moment où on a fait la préservation. Entre-temps, elles sont en couple et elles ont une grossesse spontanée, donc les ovocytes, elles les utiliseront peut-être jamais. Elles les utiliseront peut-être pour un deuxième projet de grossesse si celui-ci n'arrive pas, parce que l'âge a avancé ou que la maladie a avancé. Toutes les patientes en fait qui ont des embryons congelés peuvent les utiliser jusqu'à leurs 45 ans aujourd'hui et jusqu'à 43 ans pour les ponctions. Moi, il m'est arrivé là, il n'y a pas très longtemps, j'avais préservé une patiente, je lui avais mis des ovocytes de côté, j'avais fait une petite cagnotte. La stimulation, s'était pas très bien passée, ça avait été douloureux. Émotionnellement, ça avait été très dur et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure du soutien et de l'accompagnement. C'est pas facile en fait. C'est bonjour, vous avez de l'endométriose, bonjour, je vais vous préserver, voilà vos injections. Nous, on est très technique quand on vous voit. On a besoin d'être technique parce que si on fait pas cette partie-là, vous n'avez pas toute l'info. Mais du coup, je me suis retrouvée avec une patiente qui, au bout du premier traitement, m'a dit en fait, plus jamais. Je reviendrai vous voir quand je serai prête. Mais ça, en fait, ce que vous m'avez fait là, plus jamais. J'ai OK, donc on a repris la contraception. Et puis, entre-temps, elle a rencontré quelqu'un. Et puis, entre-temps, elle a voulu des enfants. Le chirurgien n'est pas réintervenu parce que les lésions étaient restées plutôt sages. Elle a essayé d'avoir un enfant, ce n'est pas arrivé. On est arrivé au diagnostic de fécondation in vitro. Pas que parce qu'elle avait de l'endométriose. Je suis c'est un peu mon combat, mais il y a aussi des spermatozoïdes dans la fertilité. Il y a aussi des spermatozoïdes qui ont du mal à féconder des ovocytes, même si les ovocytes et l'endométriose, des fois, ça peut suffire. Et donc, on s'est retrouvé avec notre toute petite cagnotte et j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer les ovocytes qu'on avait récupérés il y a quelques années parce qu'ils étaient quand même de bonne qualité. Et en fait, on l'a restimulé, reponctionné, on a décongelé ce qu'on avait déjà récupéré, on a tout mis ensemble et puis on a obtenu une grossesse. On n'a pas eu beaucoup d'embryons, mais on a obtenu une grossesse quand même. Donc finalement, voilà, on peut vous reponctionner, même si vous m'avez dit non, plus jamais. Plus jamais. Parce qu'après, on essaye de vous convaincre un peu. Quand vous n'avez jamais utilisé vos ovocytes, vous pouvez les donner. Par contre, si vous utilisez vos ovocytes et qu'il en reste et que vous ne voulez pas les donner, vous pouvez les détruire parce qu'en fait, c'est à vous, rien qu'à vous. Et la préservation de la fertilité, c'est pour ça que le terme est pas bon non plus. C'est que moi, je préserve des ovocytes et que ces ovocytes, ils soient à vous. Un embryon, il est au couple. Vous ne pouvez pas partir avec votre embryon sous le bras en disant, de toute façon, il ne veut plus le mettre, mais moi, je vais me le mettre. L'embryon, il est au couple, l'ovocyte, il est à vous. Donc, c'est aussi une façon de préserver et de restaurer après ce que
devrait faire. Et chaque année, on va vous demander si vous êtes d'accord pour regarder vos ovocytes. Ils sont conservés dans des laboratoires d'aide médicale à la procréation dédiés. Nous, le nôtre, c'est celui de la clinique Bouchard, mais ça se fait dans tous les centres d'aide médicale à la procréation en France. Donc voilà, je pense qu'elle est possible, cette préservation ovocytaire. Alors après, j'ai mis conseillée parce que je ne peux pas dire qu'elle n'est pas conseillée, parce que voilà, moi, ça fait partie aussi de tous ces cas que je vois. Et moi, je vois beaucoup de patientes qui arrivent et qui ont 38 ans, 39 ans et qui n'étaient pas en couple avant et à qui on n'a pas dit qu'on pouvait préserver ou qu'elles n'ont pas entendu parce que peut-être on l'a dit mais qu'à ce moment-là, ce n'était pas le moment ou qu'on ne l'a pas assez redit en tout cas. Il faut toujours évaluer le bénéfice et le risque. Parfois, il m'arrive de dire je ne peux pas préserver. Ce n'est pas une situation facile. Ce n'est pas des consultations qu'on aime faire, mais parfois on ne peut pas parce que l'endométriose, elle est trop avancée, parce que l'âge est trop avancé. Dire à une patiente qu'elle a l'endométriose à 41 ans, je vais vous préserver vos ovocytes, je pense que c'est lui mettre en face d'elle des risques avec des bénéfices qui, à mon sens, ne sont pas très bons. À 41 ans, la qualité de l'ovaire, malheureusement, elle est plus très bonne. Et malheureusement, je n'ai pas de traitement qui la restaure. Je ne peux pas rénover un ovocyte. Je ne peux pas le rendre plus jeune. Donc, à part avoir un stock en me disant, mais s'il m'en faut 15 pour en avoir un bien, mais avoir 15 ovocytes à 41 ans, ça peut demander 4 ou 5 cycles. C'est une préservation qui est médicale, donc elle s'oppose à la non médicale, sociétale dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de l'âge d'utilisation des gamètes, je vous ai parlé de l'aide médicale à la procréation. C'est pluridisciplinaire, évidemment, il est illusoire de penser qu'un médecin de la reproduction, tout seul dans son coin, va faire son petit truc et sa préservation, et puis va dire, tout va bien madame, je suis la plus forte et j'ai tout fait toute seule. Il faut harmoniser nos pratiques, hein. Tout à l'heure, on a dit, il y a 10 ans, on ne travaillait pas comme ça, dans 10 ans, on ne travaillera pas comme on travaille aujourd'hui. Et donc, il n'y a que la discussion, l'harmonisation, les staffs qui nous permettent, nous, d'avancer. Savoir s'il y a un projet parental ou pas au moment où on fait le diagnostic, l'âge de la patiente, c'est peut-être la question souvent qui est plus difficile. Et puis, oui, le poids, oui, les règles diététiques, oui, il faut être présent pour accompagner les patientes aussi pour l'amélioration de tout ça. Je n'ai pas parlé de l'insémination dans l'endométriose parce que l'insémination, c'est prendre des spermatozoïdes et les mettre au fond de l'utérus. Nous, en reproduction, ce qui nous fait peur, c'est... Alors, la fausse couche, on n'aime pas, ça ne nous fait pas trop peur. Ce qui nous fait peur, c'est la grossesse extra-utérine. Dans l'endométriose, on vous en a parlé pas mal depuis ce matin, ça fait de l'inflammation un peu partout. Du coup, les trompes, elles n'ont pas forcément toujours le bon aspect et donc ça augmente les risques de grossesse extra-utérine. Donc nous, l'insémination, on considère en fait que si le spermogramme est normal, que la patiente a un âge correct et qu'elle n'a pas d'enfant au bout de, généralement c'est un an et demi, l'insémination ne va pas faire tellement mieux que finalement des rapports spontanés. Il vaut mieux étudier le cycle, dire au couple quand est-ce qu'il faut avoir des rapports, parce que parfois on n'a pas beaucoup de rapports quand on a de l'endométriose parce qu'on a mal. On veut faire ça, aider le couple à cibler le moment où c'est bien, plutôt que de faire de l'insémination qui ne va pas faire gagner grand-chose. Et c'est pour ça qu'on va souvent à la fécondation in vitro en aide médicale à la procréation, nous, quand il y a l'endométriose. Merci beaucoup, Marina, pour cette belle présentation. Alors, je voudrais rebondir sur un peu la fin, sur ce que tu as dit. C'est vrai que des fois, on demande aux patientes, est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports? Et elles nous répondent, non, je n'ai pas de douleur. Et en fait, on se rend compte effectivement qu'elles n'ont pas de douleur parce qu'elles n'ont pas de rapport. Elles ont arrêté d'avoir des rapports. Elles ont arrêté d'avoir des rapports parce qu'elles avaient des douleurs. Et en fait, ça reprend le problème de la PMA. C'est sûr que si on n'a pas de rapport, on ne peut pas avoir de grossesse. Donc, des fois, c'est vrai que sur un nodule de la cloison recto-vaginale, qui va être rarement isolé, qui va être isolé, une chirurgie qui permet de restaurer les rapports, ça peut permettre de se passer de la PMA. Après, je voudrais te remercier parce que c'est vrai que ce que disait Marina, c'est par rapport à la patiente de 41 ans qui va venir, on va lui dire c'est compliqué d'avoir une grossesse, nous, ça nous permet, chirurgiens, de décharger un peu de cette annonce des fois compliquée en disant vous allez faire un bilan avec Marina. Mais globalement, voilà, c'est dire qu'il y a tout un panel de la diversité est extrêmement importante, il y a une hétérogénéité, et qu'au final, avoir ces discussions, souvent on demande, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? La plupart du temps, on n'a pas de réponse complètement évidente et on discute. Parce qu'il y a des dossiers, où les patients, par exemple, ne voulaient pas être complètement opérés, ils avaient une endométriose profonde avec un gros kyste, et je me souviens de ces patients qui avaient un kyste de 13 cm. Au final, j'ai juste vidé le kyste en CIO, elle est passée ensuite en PMA, elle a eu des jumeaux, et au final, elle est sous traitement médical, elle a toujours son nodule de la cloison recto-vaginale, elle a des rapports et tout va bien. Donc au final, ça peut être extrêmement variable, et puis l'idée, c'est de travailler, de collaborer et d'arriver à optimiser les parties. Je vais parler des antécédents. On ne va pas raisonner de la même manière chez une patiente, encore une fois, qui a un projet, qui n'a pas de projet. On va partir du couple qui a un projet de grossesse avec l'endométriose. Si la patiente ou le couple a déjà eu des fausses couches, on ne va pas raisonner de la même manière, on ne va pas proposer les mêmes techniques. Moi, je dis souvent aux patientes, je n'ai pas d'arbre décisionnel à vous montrer. En fait, je ne peux pas vous dire, vous êtes là, puis alors les chemins, c'est ça. Alors non, je vous mets plutôt par là, plutôt par là. En fait, je ne sais pas. Il n'y a que le temps, il n'y a
il y a des examens qui sont cadrés, ciblés, on en a parlé, l'écho, l'IRM, le dosage biologique, mais après, il y a la vie de tous les jours, il y a le nombre de rapports, il y a encore une fois les spermatozoïdes, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte. Donc, hélas, j'ai pas d'ordre décisionnel. Après, voilà, on essaye d'être dispo, présent, vous parler et répondre au maximum de questions. Mais... Est-ce qu'il y a une question? Justement, je sais que c'est un peu complexe ce que je vais vous demander, mais c'est vrai que quand on a de l'endométriose, qu'on a 25 ans, bien sûr qu'on a 60% de chances d'être fertile, mais dans le doute, c'est vrai qu'on n'en parle pas en fait de cette idée de préserver sa fertilité, et on sait que si on fait à 25 ans, moins de douleur, moins de stimulation, plus de qualité ovocytaire, etc. Et on n'en parle pas, pourquoi? Peut-être pour pas stresser la patiente, etc. Mais alors, si on, est-ce qu'on ne devrait pas le faire? on en parle, on en parle pas le premier jour. Je vais juste répéter la question. C'était de dire, est-ce que on parle du fait de préserver chez les patientes de 25 ans qui sont atteintes d'endométriose? Non, alors on en parle. Tout dépend de l'âge réel auquel on a vraiment fait le diagnostic. Si vous avez commencé avec des douleurs à 13 ans, multiples pilules, bon, finalement, à 20 ans, on vous dit, bon, ben voilà, là, on a vu des lésions, on sait que c'est ça, mais bon, pas de panique, c'est pas grave, on a des solutions. La première solution à 20-25 ans, c'est pas forcément la préservation, c'est, je vais d'abord vous donner des traitements. Une fois que la patiente a un traitement qui fonctionne et que voilà, elle re-respire, elle retrouve une qualité de vie, nous, on en parle. Et c'est là qu'on nous envoie les patientes. Après, c'est vrai que la préservation, je vous ai parlé un peu sur ce topo, c'était de la préservation pour de l'endométriose, mais j'ai mis un peu de préservation non médicale parce qu'aujourd'hui, la préservation qu'on appelle non médicale ou sociétale, elle est accessible à toutes. Et donc maintenant, je pense que c'est les patientes qui vont nous demander. Nous, on en parle en consultation. Moi, quand je fais un diagnostic d'endométriose, je dis, il va falloir aller voir le chirurgien. Et puis attention, il faut un chirurgien de la fertilité parce qu'il ne faut pas abîmer vos ovaires, parce que peut-être après, je vais aller vous préserver. Mais ça fait beaucoup. On le dit, mais ça fait beaucoup. Et il faut digérer tout ça et c'est pour ça qu'il faut le répéter. On le répète, mais ce n'est pas une décision facile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand à 25 ans, on vous apprend que vous avez de l'endométriose et que vous n'avez pas de projet de grossesse et qu'en plus maintenant, non seulement il va falloir penser au projet de grossesse, mais en train de vous annoncer que ce n'est pas forcément facile et qu'on va en plus vous opérer pour mettre des ovocytes de côté, il y a un peu de sidération. Il faut qu'on en parle plus, je suis d'accord. Encore plus.